va commencer cette session. Je vais commencer par faire une petite introduction le temps que d'autres personnes nous rejoignent. Bonjour à tous. Donc avec moi il y a Magali qui va animer ce webinaire. Bonjour. Et voilà, qui prendra la parole dans une petite minute. Je voulais juste vous présenter rapidement en fait dans quel contexte on organise ce webinaire, des Folies Web, qui est intitulé donc tout ce qu'il faut savoir sur le blog. Donc c'est la partie 1. C'est la partie 1 de ce webinaire et en fait qui est le premier d'une série de seulement 2 webinaires et qui est consacré à la thématique générale, donc créer un blog efficace pour être visible sur Google. Donc ces 2 sessions seront présentées par Magali Jacolin. Voilà, qui pourra se présenter mieux que moi juste après. Pour ma part, je me présente. Je m'appelle Michel. Je travaille pour l'entreprise Neo Camino et j'organise d'une manière générale les Folies Web. C'est quoi les Folies Web? Pourquoi? Enfin, qu'est-ce que c'est que ces webinaires, etc. Donc en fait, les Folies Web, c'est un festival d'ateliers qui est présent durant toute l'année pour vous aider, vous, petites entreprises, à réussir sur Internet, à trouver des clients sur Internet. Donc, comment ça se formalise, ces Folies Web? Il y a 2 formats d'événements. Donc, il y a des événements en ligne comme aujourd'hui, qu'on organise 5 à 6 fois par mois, donc sur différentes plateformes. Aujourd'hui, on est sur Webinar Jam et ça se passe aussi sur une autre plateforme qui s'appelle Webikeo. Et on présente aussi des ateliers donc en présentiel qui sont organisés en fait de partout en France. Vous pouvez les retrouver à Lyon, à Paris, à Grenoble, à Nantes, à Rennes, à Bordeaux. On est vraiment implanté un petit peu de partout. Et ces ateliers physiques, en fait, ils sont organisés dans toutes les structures de l'écosystème entrepreneurial local. Donc, ça va être par exemple les CCI, les espaces de coworking, les CMA, etc. Et ça a toujours lieu en soirée à partir de 18h30 en général jusqu'à environ 21h. Donc, c'est des ateliers où on mêle théorie et pratique, voilà, pour que vous puissiez ressortir avec le plus d'éléments concrets possible. Et on solde aussi toujours ces soirées par des petits apéritifs conviviaux pour que vous puissiez échanger et réseauter entre vous et aussi avec les intervenants. Donc, par exemple, Magali anime aujourd'hui un webinar, mais elle fait aussi régulièrement des ateliers physiques Folie Web dans la région de Grenoble. Voilà. Donc, si vous voulez la rencontrer en chair et en os, n'hésitez pas à vous déplacer. Donc, que ce soit pour ces webinaires ou pour les ateliers physiques, on aborde tous les thèmes autour de la communication digitale. Donc, aujourd'hui, on va parler blog, mais on parle aussi de tout ce qui est référencement naturel, création de sites, réseaux sociaux, stratégie marketing, emailing. Voilà, c'est très varié. Et c'est toujours animé par des experts du web, voilà, qui sont passionnés par leur domaine, qui savent parler le langage de la TPE et qui sont là pour vous donner leurs meilleurs conseils pour vous aider. Donc voilà, si vous voulez la moindre info sur les Folies Web, je vous invite à aller directement sur notre site internet, c'est lesfoliesweb.fr. Je pense qu'il y a une slide qui arrivera juste après, où je vous enverrai le lien sur le chat, où vous pouvez vous inscrire gratuitement tant au webinaire qu'aux ateliers en rentrant votre mail. Vous sélectionnez la session, la date et la ville qui vous intéresse, et voilà, vous recevez votre invitation par mail. Et dernier petit point rapide sur ces événements qui sont gratuits et qui vous apportent des conseils concrets au niveau des organisateurs. En fait, il y a 2 organisateurs principaux des Folies Web. Il y a le réussiren.fr. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais réussiren.fr, c'est une plateforme qui a été développée par la FNIC, donc qui gère les noms de domaine .fr, donc c'est 3 millions de sites internet. Voilà, ils ont la volonté de s'insérer dans la transition numérique des petites entreprises. C'est la raison pour laquelle ils financent ces événements Folie Web. Et on aime aussi valoriser le .fr pour plusieurs raisons, parce que souvent vous avez une activité française qui s'adresse à un public français. Enfin, en tout cas, c'est ce qui arrive la plupart du temps. Donc, il faut bien penser que le .fr, ça crée de la proximité avec votre client, ça renforce la confiance et ça permet aussi de valoriser votre expertise made in France. Donc voilà, c'est super important. Et pensez aussi que si vous avez un site internet, par exemple chaussures.com, cool de penser à prendre votre nom de domaine chaussures.fr pour pas vous faire voilà, voler la vedette un jour par un concurrent. Et petite info, Réussir avec le web, ils ont mis en place un outil d'autodiagnostic en ligne qui est complètement gratuit, où vous pouvez faire le bilan de votre présence en ligne, de votre indice de maturité sur le web. Vous avez 20 questions, ça prend 10 minutes pour y répondre et vous recevez un document PDF avec toutes les recommandations pour vous améliorer. Je pensais que le lien était cliquable sur le PDF, il ne l'est pas, mais je vous l'enverrai par mail par la suite.
Voilà. Et le second organisateur des Folio Web, c'est donc NeoCamino. Et donc nous, NeoCamino, on est une solution de communication digitale pour vous, pour les TPE. Donc pour les indépendants, les créateurs, etc., pour vous permettre de gérer votre communication digitale. Donc comment ça se concrétise? On a développé en fait une plateforme en ligne sur laquelle vous avez des actions à réaliser par vous-même. Donc ça, on fait tout ce qui est référencement naturel, capture de contact, gestion de vos emailing, etc. C'est très complet. Voilà, l'idée c'est que vous faites les choses par vous-même et vous avez des conseillers avec lesquels vous travaillez de notre équipe NeoCamino qui vous guide tout au long de ces différentes étapes. Et on vous offre un diag offert aussi dans le cadre des Folies Web. Idem, le lien n'est pas cliquable, mais je vous fais suivre ça sur le chat sans problème par la suite. Voilà, j'en ai terminé. Les prochains webinaires à ne pas louper. Je vous ai tout mis sur le PDF. Pareil, je vous l'envoie, comme ça vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Comme vous pouvez le voir, c'est assez varié. Donc il y a la deuxième partie de Magali le 20 septembre. Et ensuite, on va parler de tout ce qui est stratégie marketing, emailing, plus réseaux sociaux avec LinkedIn, etc. Donc vous avez tout ce qu'il faut a priori pour réussir. Si vous n'avez pas pu assister à tous nos webinaires, il y a la chaîne YouTube des Folies Web où on met tous les replays, donc vous pouvez tout retrouver. Et voilà. Et je crois que j'ai terminé. Pareil, si vous avez des questions un peu plus généralistes sur votre situation personnelle au niveau de la communication digitale, on a créé un groupe Facebook des Folies Web. D'ailleurs, Magali, il faut que je t'y invite. L'idée, c'est que chacun puisse poser des questions et trouver des réponses, notamment avec des experts des Folies Web. Donc voilà, c'est assez dynamique. N'hésitez pas à le rejoindre. Je vous mets le lien dans le chat et le lien sera cliquable quand je vous enverrai la présentation par mail. Voilà, je te laisse la parole, Magali. Merci beaucoup pour ta présentation. Je vais couper mon micro et ma caméra, mais s'il y a le moins de soucis, n'hésite pas à le dire. Je suis là. Voilà. À tout à l'heure. Bon webinaire. Merci. Bonjour. Alors, c'est un peu particulier, c'est la première fois que j'anime un webinaire. Donc, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais faire une présentation en deux parties sur le blog, qu'est-ce qu'on doit savoir sur le blog, et puis après, comment on le met en œuvre concrètement. Donc, je commence quand même par me présenter. Je m'appelle Magali Jacolin. Moi, je fais du conseil et de la formation en stratégie de communication numérique. C'est-à-dire que j'aide les entrepreneurs, les entreprises à être présents efficacement sur Internet. C'est-à-dire qu'on peut avoir besoin d'un site Internet, comment on le structure, comment on l'organise, quel contenu on va mettre dedans, après comment on les travaille pour bien travailler son référencement naturel. Et après, il y a tout ce qui est réseaux sociaux. Les newsletters également qui peuvent concourir à faire une stratégie de communication globale, numérique, qui soit cohérente et en rapport avec ses capacités et ses valeurs à soi. Donc, c'est parti pour le blog. Alors déjà, la première chose que j'avais envie de dire, c'est un blog, c'est un site web particulier. Alors, j'aime bien faire des petits... Je trouve pas mes mots, mais c'est pas grave. Le chien est un animal, tous les animaux ne sont pas des chiens. Voilà, c'est pareil. Le blog est un site particulier. Le blog est un site, mais tous les sites ne sont pas des blogs. C'était pour voilà, désacraliser, enfin, enlever le fait que parfois on pense que le blog, ça n'a rien à voir avec le site. C'est juste un site un peu particulier où, au lieu d'avoir des pages statiques, on va avoir des pages dynamiques. C'est ça, le site web. On est plutôt sur des choses statiques et figées. Si on a de l'information et qu'on veut la changer, on va effacer l'information et en remettre de la nouvelle à la place, ce qui n'est pas forcément super et pour les internautes et pour les moteurs de recherche. Alors que le blog, c'est plutôt dynamique et vivant, c'est-à-dire qu'on va rajouter des articles au fur et à mesure de ce qu'on va vouloir dire. Et un article qu'on aurait écrit 2 ans auparavant sera toujours valable et sera toujours visible dans les moteurs de recherche, apportera toujours du trafic qualifié. Donc, quel objectif et pourquoi ça sert, à quoi ça sert de faire un blog et à quoi ça peut nous amener. Donc, il y a plein d'outils dans le web. J'ai mis des petits icônes pour essayer de représenter un peu les différents outils. Donc, il y a les différents écrans pour représenter un petit peu le site Internet qui fait partie de notre stratégie de communication numérique. Il y a les réseaux sociaux. Donc, c'est les petits bonhommes là, qui sont reliés les uns aux autres. Il y a les newsletters qui sont un outil qui peut être en tout cas très pertinent à partir du moment où on a bien qualifié sa base de données, c'est-à-dire que les internautes ont vraiment voulu s'abonner à notre base de données. J'ai mis une petite loupe, ça c'est pour le référencement naturel. C'est pas vraiment un outil, mais n'empêche que ça fait quand même partie de notre stratégie d'acquisition de trafic. Et enfin, ce que je voulais vous parler moi aujourd'hui, c'est plus le blog que j'ai concrétisé par une petite bulle qui parle avec un crayon, parce que c'est l'endroit où on va faire sa stratégie de contenu.
un peu plus quand même que sur le site internet. Donc la première question à se poser, alors c'est pareil pour un site, c'est pareil pour des réseaux sociaux, c'est pareil pour newsletter, mais là on s'intéresse au blog, c'est pour qui et pourquoi on veut faire ce blog. Quel est mon objectif? À qui je m'adresse? Donc il y a la question à qui je m'adresse, c'est-à-dire quelle est ma cible? Est-ce que c'est plutôt des particuliers, des pros? Est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge en particulier? Est-ce qu'il y a des valeurs qui les portent dans la vie? Est-ce qu'il y a une passion? Voilà. Qu'est-ce qui peut faire qu'on s'adresse à ces personnes-là plutôt qu'à d'autres? Moi, l'astuce que j'aime bien utiliser, c'est plutôt que de faire des personas classiques, je vais plutôt demander à mes clients de penser à une personne qui représente plus particulièrement le client idéal ou en tout cas l'audience idéale qu'on aimerait avoir. On a plein de critères différents. Ça peut être parce que il y a des clients avec lesquels on a une meilleure marge, il y en a avec lesquels c'est plus sympa, il y en a parce que la zone géographique nous convient mieux. Il peut y avoir plein de raisons différentes. On a tous des raisons différentes de préférer un client plutôt qu'un autre. Voilà, l'important, c'est d'arriver à en cibler une. Et idéalement, si on arrive à cibler quelqu'un de notre entourage ou un vrai client qu'on a, essayer de penser, d'écrire en pensant à lui, parce que c'est beaucoup plus facile d'écrire pour quelqu'un que d'écrire en général en se disant il faut absolument que j'arrive à contenter toutes les personnes qui me suivent. La deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce que je vends? Ça paraît évident de se poser la question. Alors, qu'est-ce que je vends? C'est au sens large, parce qu'une blog, c'est pas toujours derrière pour vendre des produits. On peut avoir des objectifs différents. En tout cas, il faut quand même se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de présenter? Il y a la question de la saisonnalité qui intervient peut-être plus dans les réseaux sociaux que le blog, mais quand même. Donc, est-ce que mon activité, elle est saisonnière ou pas? Est-ce que je fais des publications différentes? Et puis, il y a la question du lieu géographique. De la zone de chalandise. Est-ce que je veux communiquer seulement vers la France? Est-ce que je veux communiquer vers l'étranger? Est-ce que si c'est en France, est-ce que c'est plutôt les Parisiens, les Grenoblois? Peut-être qu'on n'a pas forcément la même façon d'appréhender le produit, peut-être qu'on n'a pas les mêmes cibles aux mêmes endroits, donc on va peut-être pas faire de la même façon. Mais pour le blog, ça a un peu moins d'importance, sauf si après on décide de faire du référencement payant derrière. Et après, on va se poser la question, après ou avant, quel objectif on a pour ce blog? Est-ce que c'est un objectif de notoriété? Est-ce qu'on veut augmenter sa notoriété? Est-ce qu'on veut plutôt fidéliser les clients qu'on a déjà ou fidéliser la communauté qu'on a déjà fédérée? Est-ce que c'est pour jouer sur la e-réputation? Parce que ça peut être un bon outil aussi, le blog, de produire beaucoup de contenu de qualité pour passer devant le contenu qui serait moins sympathique. Souvent, quand même, moi, l'objectif principal que je vois au blog, c'est de démontrer son expertise. Vous êtes expert de votre domaine, c'est vous qui vous connaissez des choses, vous pouvez le faire savoir à vos internautes. Et puis, c'est aussi le moyen de faire du SEO, c'est-à-dire du référencement naturel, d'être trouvé sur les moteurs de recherche sans pour autant donner de l'argent directement aux moteurs de recherche. Ça ne veut pas dire que ça coûte rien, parce que ça prend du temps. Mais en tout cas, on ne va pas aller faire des campagnes comme avec Google AdWords. On va rémunérer donc, les moteurs de recherche. Et puis, il peut y avoir d'autres objectifs pour faire un blog. Ça pourrait être, comme pour un site, générer des contacts. Ça pourrait être vendre, parce qu'après tout, pourquoi on ne pourrait pas vendre sur un blog? Mais souvent, quand même, moi, je le retiens pour démontrer son expertise et pour le référencement naturel. C'est bon, je ne vais pas trop vite. Des fois, je bafouille un peu. Je regarde un peu vos messages. Je ne suis pas encore bien à l'aise avec l'outil. Pour démarrer sur son blog, il va falloir aussi penser, enfin pour démarrer ou pas d'ailleurs, sur son blog, il va falloir penser à sa charte éditoriale. La charte éditoriale, moi je la vois en 5 points. Quel est l'objectif de votre communication sur Internet, ce qu'on vient de voir un peu avant? À qui s'adressent les articles, sachant qu'on pourrait tout à fait se dire qu'on peut s'adresser à plusieurs cibles. On pourrait s'adresser à plusieurs cibles. Alors, à travers le même blog, c'est peut-être un peu compliqué, mais on peut peut-être le faire par rapport à des catégories. Voilà, il y a peut-être des catégories qui s'adressent plus à une cible qu'à une autre. On pourrait imaginer ça. En tout cas, il faut quand même bien se poser la question à chaque fois qu'on écrit à qui on veut écrire. Quel message on veut faire passer? Quelle façon
de faire passer les messages, quel visuel on veut utiliser, est-ce qu'on fait des liens, vers son site, est-ce qu'on fait des liens vers des partenaires, les visuels, est-ce que c'est des visuels qu'on a pris nous, est-ce qu'on va les chercher dans des banques d'images, est-ce que c'est les images ou les photos que nous envoient nos clients pour témoigner sur leur bonne expérience. On va se poser la question aussi de qui anime cette communauté, parce que finalement, sur un blog, on a une communauté, et qui est-ce qui l'anime? Est-ce que c'est une personne toute seule? Est-ce que c'est une équipe? Du coup, quel temps on va employer? Est-ce qu'on va utiliser le je? Est-ce qu'on va utiliser le nous? Ça, c'est si on choisit d'utiliser la première personne. Est-ce qu'on va se détacher un petit peu? Et du coup, peut-être que, par exemple, dire je vous propose aujourd'hui de découvrir le blog. Ça, là, j'utilise la première personne pour parler et je m'adresse directement, j'interpelle directement mon lecteur. Je pourrais dire voici des solutions pour réussir son blog. Là, je ne m'implique pas et j'implique pas non plus mes lecteurs. Après, il y a plein de solutions qui existent. En tout cas, c'est bien de se poser la question avant, de s'écrire sa feuille de route, ma charte éditoriale, voilà, mon objectif, à qui je m'adresse, mes messages, comment je vais les faire, qui est-ce qui anime, le ton que je vais employer, et on rédige tout ça, parce que des fois, on perd de vue un petit peu la ligne qu'on s'était fixée, et ça peut être un petit peu compliqué. Puis après, on se pose la question du quand. Parce que finalement, dans le blog, il y a quand même quelque chose d'important à retenir, c'est qu'il faut être régulier. Alors, se fixer un article par semaine, ça peut être compliqué, et en tout cas, on n'a pas tous la capacité d'y arriver dès le premier coup. On pourrait se fixer déjà un article par mois, c'est déjà pas mal, parce que ça demande du temps, mais il faut être régulier. Il vaut mieux se fixer une régularité sur du long terme, en tout cas avec un espacement, une fréquence qui est pas énorme, et garder le rythme plutôt que de produire, puis de s'essouffler après et d'arrêter parce qu'on n'y arrive plus. Ça a un impact pour les internautes d'avoir du contenu régulièrement et ça a un impact aussi sur les moteurs de recherche. Donc c'est aussi à tenir compte. Et les contenus. Donc on va en parler un petit peu des contenus. Qu'est-ce qu'on peut bien mettre dans un blog? Dans un blog, on peut construire des articles de fond. Ça, c'est vraiment un moyen et une place qu'on a sur le blog, qu'on n'a pas forcément sur le site, d'avoir des articles de fond et de mettre beaucoup de contenu, de développer vraiment les infos sur une thématique en particulier, d'aller au bout des choses. On peut aussi mettre des références vers des sites de qualité, vers des études, etc. Donc, c'est vraiment une des choses qu'on peut mettre sur son blog, c'est des articles de fond. Moi, j'aime beaucoup utiliser le blog pour démontrer son expertise. On est tous experts de notre métier, enfin, j'espère. Du coup, après, le blog, ça peut être un bon moyen de démontrer son expertise. Par exemple, si je prends l'exemple d'une ferme qui produit tous ses fruits et qui fait des produits transformés qui sont les confitures, on pourrait imaginer que cette ferme ait un site internet pour vendre ses confitures et un blog. Peut-être que dans son blog, on va catégoriser, peut-être que tous les premiers lundis du mois, on va faire un article sur les petites techniques et les astuces pour faire des confitures. Peut-être que tous les deuxièmes lundis du mois, on va faire un article sur un fruit en particulier, sur quand est-ce que c'est le mieux pour le récolter, comment on voit que c'est le moment de faire des confitures avec. Tous les troisièmes lundis du mois, on pourrait imaginer qu'on va faire un article sur une recette. Et puis, tous les quatrièmes lundis du mois, on pourrait imaginer qu'on fait un article sur quelque chose qui n'est pas forcément directement en rapport avec les produits de la ferme, mais avec l'environnement, et qu'est-ce qui se passe dans la région, ou avec d'autres spécialités culinaires, ou avec des partenaires avec lesquels on travaille. Peut-être que cette ferme, elle fait des fruits, mais elle fait peut-être aussi de la viande, et du coup, elle travaille avec d'autres personnes pour le fourrage, parce qu'elle ne le produit pas. Enfin, on peut imaginer plein de choses. En tout cas, on n'est pas obligé d'être que sur son produit. On peut démontrer son expertise de son produit et aussi de tout l'environnement qui est autour de notre métier. Ça va, c'est clair pour l'instant. Le blog, ça peut être aussi pour partager son expérience. Alors, ça peut être pour partager son expérience autour de ses produits, autour des services qu'on vend. Ça peut être aussi pour partager son expérience alors beaucoup, les indépendants, on peut imaginer aussi partager son expérience d'entrepreneur. C'est ce qui fait qu'on a envie de
qu'est-ce qui marche pas. Ça peut être partager son expérience avec d'autres produits, avec ce qui se passe ailleurs, avec des clients avec qui ça s'est bien passé. Ça peut être l'expérience de nos clients aussi qui ont apprécié ce qu'on a fait et qui veulent en parler. J'arrive pas à tourner la page. On peut ouvrir la porte des coulisses. Ça, c'est quelque chose qui peut être sympa, d'ouvrir la porte des coulisses et de mettre un petit peu le lecteur dans une position de VIP. C'est-à-dire qu'il va pouvoir être là, voir un petit peu ce qui se passe. On va pouvoir aussi valoriser les équipes, lui dire un peu ce qui se passe derrière. On pourrait imaginer que chaque mois, on présente une personne de l'équipe, ou on présente un métier qui est représenté dans notre entreprise ou un de nos partenaires. On peut aussi présenter les coulisses. Alors, ça ne se prête pas forcément à tous les métiers, mais par exemple, si je pense au métier de la formation, peut-être qu'on pourrait montrer un peu comment on prépare une formation, montrer comment ça se passe juste avant, ou le débrief après, ou tout ce que ça peut aussi valoriser son propre métier. Là, si je parle en tant que métier de formateur, valoriser tout ce qui se passe autour de la formation, c'est finalement la partie qui se passe en formation, c'est qu'une petite partie de son métier, et on pourrait imaginer de valoriser un peu tout ça, et du coup, c'est là que j'appelle ouvrir aussi les coulisses. En tout cas, l'important, je pense que ça va être de raconter une histoire. On va raconter son histoire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donner un point de vue en fait par rapport à ce qu'on va vendre. Alors si on reprend par exemple, si on reprend l'exemple de notre ferme, raconter l'histoire, ça va être peut-être. Alors effectivement, il y a les produits, il y a les confitures, il y a les fruits, il y a tout ça. Ça peut être aussi comment nous est venue l'idée d'associer tel et tel fruit, comment on vit en fonction de la météo, s'il y a des changements, des choses. C'est pas un exemple bien précis, mais en tout cas d'essayer de montrer un petit peu, mettre un peu d'humain dans ce qu'on a envie de présenter. J'ai une question de Frédéric. Est-ce qu'on peut mettre des avis clients sous forme d'articles? Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que je le fais. Alors, des fois, je le fais plutôt sous forme d'interview. Ça peut être sympa aussi de faire une petite interview et de publier cette interview dans un article. Ça peut être, voilà, dans un blog, on a des catégories. Et on peut très bien se dire qu'on a une catégorie expérience client ou avis client. Par contre, il ne faudrait pas qu'il y ait juste 2 lignes, ça serait un peu dommage. Et puis, idéalement, ça serait bien d'avoir un visuel. J'espère que ça répond à la question de Frédéric. Et bien voilà mes fameuses catégories. J'en ai déjà parlé un petit peu. Je pense que c'est super important pour un blog de catégoriser les informations. Alors, c'est important pour que ce soit clair pour l'internaute, mais c'est surtout une astuce pour gagner du temps et arriver à bien planifier ses articles quand c'est nous qui écrivons les articles, quand c'est notre blog, parce que ça nous permet de structurer les choses, de les planifier. Et souvent, ce que je conseille à mes clients, c'est de se faire son petit planning. Je ne sais plus si je l'ai mis après. Je vais vous montrer après. C'est de se faire son petit planning et de se dire, voilà, dans la catégorie 1, j'ai peut-être plein d'idées dans la catégorie 1, je vais pouvoir tout remplir tout de suite sur mon planning, j'en ai peut-être moins après, mais ça viendra peut-être plus tard. Donc on a notre petit papier avec notre petit crayon sur une pâte à fixe à côté de notre papier, comme ça quand on a une idée, on peut la noter et ça évite, pas complètement, mais en tout cas ça peut diminuer un petit peu le syndrome de la page blanche. On sait pas, on se dit, oh là là, c'est dimanche soir, impérativement que je sorte un article demain, comment je vais faire? Du coup, on a notre petit tableau où on a déjà des idées. Mais bon, c'est vrai que si on s'y prend dimanche soir, c'est déjà un peu tard. Mais au moins, on a des idées au moment où on se dit qu'il va falloir passer du temps à écrire notre article. D'ailleurs, ce qui est bien avec les blogs, c'est qu'on peut planifier ces articles. On peut se dire qu'on passe une demi-journée ou une journée par mois à écrire des articles et on peut les planifier pour tout le mois, par exemple. Moi, personnellement, alors après, ça dépend des personnes. Moi, personnellement, je mets un peu du temps à me remettre dedans. Par contre, écrire plusieurs articles d'affilée, ça va être plus facile que à chaque fois me prendre du temps pour me remettre dans le blog, écrire un article, trouver la bonne image, etc. Voilà, ça dépend chacun de son rythme, de ses capacités. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut très bien faire, c'est de planifier tout ça. Je vais un peu vite, on a peu de temps. Comment on utilise et on diffuse ces articles de blog? Et la prochaine fois, on verra comment on les écrit.
La différence entre blog, réseaux sociaux et newsletter. J'avais envie de parler de ça, c'est que il y a quand même des différences qui font que ces canaux sont complémentaires. Un blog et un site, c'est plus pérenne. Des réseaux sociaux et des newsletters, c'est plus éphémère. Des articles qu'on va écrire sur notre blog ou sur notre site, un fameux article sur comment faire de la bonne confiture de fraises et pas mettre trop de sucre, il sera toujours valable 2 ans plus tard. Ça nous apportera toujours du trafic sur notre site internet d'avoir cet article qui nous dit comment faire une bonne confiture de fraises. On pourrait parler de cette info sur les réseaux sociaux. Sur le moment, il y a sûrement des chances qu'on touche plus de personnes, surtout si on a bien fait notre stratégie sur les réseaux sociaux. Par contre, une fois que l'information elle est passée, elle n'existe plus, quoi. C'est complètement éphémère sur les réseaux sociaux. On peut dire aussi que sur les newsletters, si c'est pas le moment de lire la newsletter, si on reçoit la newsletter alors qu'on n'est pas tout à fait en capacité, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas l'envie de la lire, on la lira pas. Même si on se dit qu'on reviendra plus tard, il y a peu de chances qu'on la relise. Donc il y a ce côté très complémentaire parce que c'est beaucoup plus dynamique sur les réseaux sociaux et par contre sur les blogs c'est beaucoup plus, ça dure plus longtemps. Et il y a ce côté aussi internaute actif, internaute passif. Quand on va chercher de l'information, nous, ce qu'on a envie, c'est de savoir faire une bonne confiture à la fraise. On va aller chercher ça sur Google. On est donc actif, on est acteur de notre recherche. On a envie, là, maintenant, de savoir comment faire une confiture à la fraise. On va chercher ça sur Google. Il y a des chances qu'on tombe sur mon article de blog. Quand on est sur les réseaux sociaux, on n'a pas forcément envie de confiture à la fraise, pas forcément envie le temps de le faire. Pourtant, on est abonné à cette fameuse ferme qui va nous envoyer l'info de la confiture à la fraise. On va la regarder passer. Peut-être que l'information va nous intéresser, mais peut-être pas. Ou peut-être que c'est pas encore le moment. Du coup, on n'est pas tout à fait pareil. On est plus passif quand on reçoit l'info par newsletter ou par réseaux sociaux que quand on va chercher l'info sur les blogs ou sur les sites. Donc pour moi, c'est quand même des canaux qui sont vraiment complémentaires et que je vous invite à utiliser de manière cohérente. Donc, il faut planifier son blog. Et voilà le fameux petit tableau dont je parlais tout à l'heure. On peut se faire un petit tableau où on va nommer ces catégories et se dire que la catégorie 1, par exemple, ça va être une expérience client. La catégorie 2, c'est un détail sur un de mes produits. La catégorie 3, c'est je vais mettre à l'honneur un de mes fournisseurs. La catégorie 4, ça va être de parler de mon métier, par exemple. Du coup, on va se poser... alors là, j'ai fait un tableau où on part du principe qu'on fait un article par semaine. Donc ça peut être... Il faut déjà être bien à l'aise avec son blog. Même si c'est ce qui est le plus efficace en termes de référencement naturel. Après, à nous de voir les dates comme on veut les mettre. On n'est pas obligé de mettre tous les mois et toutes les catégories. On peut se dire qu'on grise certaines cases parce qu'il y a des catégories qu'on va traiter que 3 fois dans l'année. On pourrait aussi imaginer ça. En tout cas, le fait d'avoir un tableau où on va pouvoir mettre et voir tous les articles qu'on a envie d'écrire, en tout cas toutes les thématiques, ça peut nous aider déjà à avoir un blog qui soit cohérent, parce que c'est important d'avoir une certaine cohérence, de garder une certaine cohérence dans son site internet et dans son blog. Et ça peut aussi nous permettre d'avoir des idées et de mettre à contribution aussi toute l'équipe. Quand il y a une équipe, ça peut être aussi les amis ou la famille. En tout cas, ça peut nous permettre d'avoir d'autres idées, de les sortir au moment où on n'a pas forcément prévu de passer 2 heures à travailler sur son blog. On a une idée, paf, on la met sur son petit tableau. Et le moment où on se pose, ben, on a plein d'idées et c'est beaucoup plus facile. J'ai une question de Sophie qui me dit « Peut-on utiliser le contenu de certains sujets du blog et l'envoyer en newsletter ?» Oui. C'est vrai que c'est aussi pour ça que je trouve que c'est un complément. C'est qu'on peut se servir tout à fait des articles de blog pour aller les diffuser sur les réseaux sociaux et sur la newsletter. Parce que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la newsletter, on n'a pas beaucoup de place pour aller donner de l'information. On pourrait très bien sur Facebook écrire des kilomètres, sauf que ça ne sera pas lu. On pourrait très bien écrire des kilomètres sur une newsletter, sauf que ce ne sera pas lu. Parce que ce n'est pas l'endroit et ce n'est pas forcément l'outil avec lequel on va aller plus sur Internet. Quoique de plus en plus on est sur les mobiles. En tout cas, ça peut être un bon outil d'acquisition de trafic sur son site internet et sur son blog. Oui, j'en profite d'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas mis ici, mais le trafic du blog va permettre de bénéficier au trafic du site internet.
à partir du moment où on va le mettre sous le même nom de domaine. Donc, soit un sous-domaine, si mon nom de domaine, c'est nondomaine.fr, soit un sous-domaine, je vais avoir blog.nondomaine.fr, soit un répertoire, et ce sera nondomaine.fr/blog. En tout cas, il faut que ce soit relié au même nom de domaine pour que le référencement naturel du blog profite au référencement naturel du site. Et notre newsletter et nos réseaux sociaux peuvent nous aider à acquérir du trafic sur notre site. Est-ce que ça répond à votre question, Sophie? Je verrai après sa réponse. Et surtout, on n'oublie pas qu'il faut garder une certaine cohérence pour l'ensemble de sa stratégie de communication numérique. Autant on peut aller sur des cibles complètement différentes sur les réseaux sociaux, et même d'un réseau social à l'autre, sur le blog, sur le site, sur les newsletters, autant il faut quand même essayer de garder une certaine cohérence et une certaine unité et bien respecter nos valeurs. Voilà. J'avais tellement peur de faire trop long cette présentation que je crois que c'est tout ce que je vous ai proposé pour aujourd'hui. Par contre, je veux bien répondre à vos questions. Si vous avez des questions, je vous écoute. Il nous reste quelques minutes. Ok, Sophie, je crois que la réponse vous a convenu. J'ai pas de questions. Bon, et ben, du coup, si j'ai pas fait un petit bouton qui s'allume. Non. Et bien, si j'ai plus de questions, je vous propose qu'on en reste là et qu'on voit la suite la prochaine fois sur le gabarit de contenu. Ah, si, j'ai une question d'Anne-Lise qui me dit que je parle de cohérence. Est-ce que je peux donner un exemple? Oui. Ah bah si, j'ai plein de questions qui arrivent. Alors, est-ce que je peux donner un exemple de cohérence? C'est-à-dire qu'on va essayer d'être, en tout cas, sur la même façon de parler, le même ton, les mêmes informations, essayer d'avoir quelque chose qui soit... qu'on ne parle pas forcément dans tous les cas. En fait, j'allais dire une bêtise, j'allais dire si on a adopté le vouvoiement, on l'adopte partout. Oui et non, sauf qu'en fait, finalement, sur certains réseaux sociaux, il y a peut-être certains réseaux sociaux où on peut se permettre de tutoyer, ou en tout cas se permettre. Ça peut correspondre à notre façon de faire, alors qu'on ne le ferait pas sur le blog. Donc, c'était pas trop ça la cohérence. C'est plus qu'on est vraiment pensé d'avoir une vision d'ensemble, d'avoir notre site, notre blog qui est... on a des choses à dire dans notre blog et on va pouvoir se servir des autres canaux de communication pour les diffuser. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair ce que j'ai dit, Anne-Lise. Juliette me demande si pour le SEO, il vaut mieux appeler son blog comme son site. Pour le SEO, le nom de domaine n'a plus tellement d'importance. L'important, c'est qu'on s'en souvienne et que ça reste pour les internautes. Est-ce qu'un blog est toujours attaché à un site, Muriel? Non, pas forcément. Mais si on a un site et qu'on a un blog, moi, je trouve que c'est mieux de les rassembler tous les deux pour que le référencement de l'un profite au référencement de l'autre. Christine me demande si l'efficacité d'un blog se mesure en termes de longueur du contenu. J'ai envie de dire non. C'est sûr qu'un blog où à chaque article, on a 3 phrases et un autre où on a 1500 mots, celui qui a 1500 mots, il a plus de chances d'être bien positionné. Toujours, encore faut-il que le contenu soit pertinent et que les mots-clés soient bien choisis. Le blog doit-il être lié à un site, Francis? Ça, je crois que j'ai répondu. Combien de catégories proposées? Y a-t-il un minimum, un maximum? Je ne sais pas tout à fait répondre à cette question, mais je pense quand même qu'il n'en faut pas trop. Moi, j'aime bien qu'il y en ait quelques catégories. Après, quand il y en a beaucoup, pourquoi pas, à condition de les présenter de manière efficace. Quand on fait de l'ergonomie des sites, on se dit qu'il ne faut pas plus de 7 éléments dans le menu, 5 plus ou moins 2, parce qu'au-delà de 7, notre cerveau il a du mal à choisir, il ne sait plus où il en est et il n'a pas envie de continuer à chercher. Du coup, si on avait 10 catégories et qu'on met les 10 catégories d'un coup, ça va être compliqué de s'y retrouver. Par contre, on pourrait tout à fait imaginer avoir 10 catégories et puis qu'il y a un espace où on en voit 5 et un autre espace où on en voit 5. Des exemples de catégories, Christine, j'en ai donné un peu tout à l'heure, ça pourrait être expérience utilisateur, ça pourrait être test de nos produits, c'est difficile à dire moi je donne les noms des catégories en fonction du contexte.
Mais vous pouvez me contacter, on pourra en réfléchir ensemble si vous voulez. Pour revenir à la question de Sophie, peut-on faire sous forme de teasing dans la newsletter, c'est-à-dire mettre le début d'un article et finir par suite sur le blog avec le lien du blog? Oui, c'est une bonne idée. Alors, pour que ce soit encore plus pertinent, on peut mettre le début, mais on peut aussi mettre un petit résumé, quelque chose qui donne vraiment envie d'aller lire le blog. D'ailleurs, maintenant, dans les outils de blog comme WordPress, on a avant, on mettait vraiment le début de l'article qui était tronqué. Maintenant, on a un petit encart qui s'appelle extrait et qui nous permet de mettre. Alors, moi, j'utilise plus comme un petit résumé, quelque chose qui donne vraiment envie, vraiment une accroche, mais ça, on le verra jeudi. C'est vraiment donner envie d'aller en savoir plus. Comment favoriser le SEO? On en verra un peu plus jeudi, Juliette. Des conseils pour les mots-clés, la rédaction des articles et pour être bien référencé, ça c'est ce qu'on aborde jeudi. On verra comment choisir les mots-clés, comment construire son gabarit de contenu et comment mettre les mots-clés de façon à ce que ça nous serve un peu pour le SEO. Le blog peut-il être fait à partir du site internet, me demande Valérie. Oui. Oui, bien sûr. Alors, j'étais dans mes pensées. On a des outils comme WordPress, par exemple, qui nous permettent qui est un outil pour faire du blog à l'origine, qui est maintenant plus de 25%, voire peut-être 30% des sites web maintenant, qui intègre directement la fonction blog. Voilà, on a nos pages statiques et on a nos articles de blog. Donc, on utilise le même outil. Je ne sais pas trop si c'était la question, mais en général, oui, on peut faire le blog à partir du site. Et Laetitia qui me demande, est-ce qu'intégrer des vidéos YouTube et des liens Pinterest sur le blog, c'est une bonne idée? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Après, c'est toujours la même chose. Hein. On va faire des liens, on va faire du maillage entre les réseaux sociaux, le blog, nos propres articles aussi. Il ne faut pas hésiter à faire des liens d'un article à l'autre. Ou faire des liens d'un article vers notre site. Ou même de notre site vers un article. Pourquoi pas? C'est plus rare qu'on le fasse, mais on peut le faire. En tout cas, voilà, il faut faire des liens. On peut intégrer une vidéo YouTube. Alors, après, il ne faut pas perdre la main non plus. Il faut faire attention que le trafic s'en aille pas ailleurs. On pourrait faire des liens Pinterest, etc. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que j'étais assez claire. Ça a l'air. C'est très bizarre de faire un webinaire. Vous êtes mes cobayes, c'est la première fois que j'essaye. Michel, je ne sais pas si j'ai des... Voilà, si j'ai des merci. Michel, es-tu là? Bon, ben voilà, merci Maud. Du coup, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, il y en a un qui, le prochain webinaire aura lieu jeudi à 11h. Et vous pouvez me contacter si vous avez des questions. Je réponds par mail. Je ne réponds pas toujours tout de suite, mais je réponds. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous dis donc à jeudi, si j'ai plus de questions. 11h, c'est sûr. Merci beaucoup.